Bonsoir Éric Dupond-Moretti. Bonsoir Monsieur Duhamel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM TV. Merci de nous accueillir dans ce bureau, votre bureau, Place Vendôme, que vous avez failli perdre. Vous nous accueillez au lendemain de votre relax par la Cour de justice de la République après 3 ans de procédure judiciaire. On va revenir sur ses conséquences, sur les réactions politiques bien sûr. On parlera également du climat actuel après le drame de Crépol, mais d'abord une question plus personnelle. Quand vous avez entendu hier, aux alentours de 15 h, le président de la Cour de justice de la République vous déclarer non coupable, on vous a vu sortir de ce tribunal et lever les yeux au ciel. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je me suis dit, c'est fini. Enfin, après 3 ans et demi, si vous voulez que je vous dise des choses encore plus personnelles, j'ai pensé à mes proches. Parce que c'est une épreuve que j'ai subie, évidemment. On a attaqué mon honneur. Il y a 16 000, monsieur Duhamel, articles de presse qui ont été publiés. Et je vais le dire comme ça, un certain nombre d'entre eux n'ont pas consacré ma présomption d'innocence. Je voulais enfin m'expliquer. Et j'ai été entendu. Donc j'ai pensé à moi, bien sûr. J'ai pensé à ma famille. Vous aviez eu ce mot au début du procès, infamie. Oui, je l'ai vécu comme une infamie. D'abord parce que, comme je ne voulais pas que mon ministère, que ma fonction, puisse d'une quelconque façon être entachée par l'opprobre de telles poursuites, je n'ai jamais répondu aux attaques. Et elles ont été parfois violentes. Parfois des injures ont été proférées. J'ai pris sur moi. C'est pas tout à fait ma nature. Pas tout à fait votre tempérament, oui. Notamment, on a vu ça pendant le procès, les récits d'audience vous ont dépeint comme grommelant, maugréant. C'était quoi? C'était insupportable d'être à la place du prévenu, là où vous étiez plutôt habitué à être à celle de l'avocat? C'est pas parce que j'ai été ancien avocat que ça a accentué non, mais parfois, vous interrogiez même directement les témoins, comme un avocat. Pardon, ça n'est pas interdit. Il y a 3 ans et demi que j'attendais. C'était à la fois une épreuve, et une épreuve difficile à vivre, même s'il faut la relativiser. Mais c'était aussi un soulagement pour moi de dire les choses. Et quand j'ai pu enfin dire qu'en réalité, je n'avais jamais voulu me venger, et qu'à la lecture de la décision, j'entends que la Cour de justice de la République consacre cette vérité, qui est ma vérité, oui, je suis soulagé. On va revenir dans un instant sur le jugement, mais quand on vous entend là parler de ces 16 000 articles de presse, vous le dites, et vous avez aussi prononcé cette phrase hier soir, j'ai accepté pendant 3 ans de me faire injurier, je n'ai rien dit. Est-ce qu'au fond, il y a une sorte de volonté de vengeance, de prendre une revanche sur ceux-là même qui vous ont accablé? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, et ce que vous avez ressenti quand ce jugement a été dit? Pardon, on m'a reproché de vouloir me venger. Je suis blanchi de cela. J'ai été innocenté. Et vous voudriez qu'aujourd'hui... De prendre votre revanche sur ceux-là même qui vous ont critiqué, vous les mettez en cause? Monsieur Duhamel, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est qu'il faut tourner cette page. Voilà. Je veux... Quand on dit « je n'ai rien dit, je me suis fait injurier », on sent quand même qu'il y a une forme de rancœur, de rancune rentrée. C'est pas forcément exactement les mots de quelqu'un qui est tout à fait apaisé par rapport aux jours et aux semaines qui vont arriver. Vous êtes gentil, vous savez ce que c'est que 3 ans et demi, durant lequel, par exemple, à chaque déplacement, on vous dit « mais alors, votre procédure, monsieur le ministre, où vous en êtes ?» C'est la démocratie, vous êtes ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'était inédit d'avoir un ministre en exercice, c'est assez logique qu'on vous ait posé la question. Il me peine de vous dire, mais je le dis très calmement, que la présomption d'innocence aussi, c'est la démocratie. Et hier, dans l'entretien que j'ai eu avec le président de la République, je ne vous en donnerai pas la teneur, on a évoqué des sujets qui sont en cours, sur les émeutes, par exemple, sur des textes qui sont en préparation. Mais moi, j'ai tenu à dire merci au président de la République parce qu'il a été scrupuleusement respectueux de ma présomption d'innocence. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez dit soulagement. Est-ce que vous avez eu peur d'être condamné et donc de devoir quitter le gouvernement, quitter ce
ce bureau que vous occupez aujourd'hui? Écoutez, monsieur Duhamel, je vais vous dire, quand on a été 36 ans avocat, on sait qu'il y a parfois un aléa judiciaire, naturellement. Bon. Mais en même temps, je faisais confiance dans la justice. Vous aviez préparé un discours de passation de pouvoir si vous étiez condamné? Mais non, mais non, mais non. Mais non. Vous auriez quitté le gouvernement si vous aviez été Mais condamné? peut-être, mais les choses se seraient faites en leur temps. Et puis je veux rappeler quand même qu'on ne va pas... Mais peut-être c'est Non, mais une monsieur Duhamel, règle qui avait été fixée. Monsieur Duhamel, on ne va pas épiloguer sur ce que j'aurais fait si j'avais été condamné, car je veux vous redire que j'ai été innocenté, que j'attendais cela depuis 3 ans et demi, que je savais ce que j'avais fait, je savais ce que je n'avais pas fait, je savais dans quel état d'esprit les choses avaient été faites. Je rappelle que les procédures, et puis on ne va pas refaire le procès, mais elles étaient antérieures à mon arrivée au ministère. Je vous poserai une question dans un instant là-dessus. Sur votre état d'esprit pendant ces 3 ans et demi, vous dites j'ai pensé à ma famille. Est-ce que pendant ces 3 ans et demi, il y a des moments où vous vous êtes dit j'arrête, ou le corps, Non. la tête, ou envie de lâcher ou lâche? Non. À aucun moment? Non. J'ai jamais pensé à démissionner. Vous savez pourquoi? Monsieur Duhamel, je suis venu ici pour améliorer la justice de mon pays. J'ai eu la chance d'avoir derrière moi un président de la République, 2 premiers ministres qui m'ont permis de renforcer considérablement les moyens de la justice et... 2 petites secondes. Et cela, pour moi, ça n'était pas rien. Je savais quel était mon objectif. Il me portait. Mais pour autant, vous dire que cette procédure que j'ai toujours considérée comme injuste ne m'a pas affecté personnellement. Si je vous disais le contraire, vous me diriez, vous auriez raison, je vous mens. Vous parlez des objectifs, il y a maintenant cette question de savoir comment est-ce que vous gérez l'après, notamment dans vos relations avec le monde judiciaire. Celui qui a requis contre vous, lors de ce procès, s'appelle Rémi Hetz. Il est procureur général près de la Cour de cassation, c'est-à-dire l'un des principaux postes judiciaires, et vous êtes, comme ministre de la Justice, son supérieur hiérarchique. Je voudrais vous soumettre quelques-uns de ces mots que vous avez entendus dans son réquisitoire. Voilà ce qu'il disait. Il a évoqué un interdit bafoué qui ne peut être impuni, parlé d'un poison mortel pour la démocratie, concernant ce conflit d'intérêts présumé. Sur l'échelle de l'intensité du conflit d'intérêts, celui du garde des Sceaux se situe à un niveau très élevé. Comment est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que vous pourrez continuer à travailler sereinement avec lui, vu ce qu'il a dit? Monsieur Duhamel, le procureur général a requis ce qu'il estimait devoir requérir en toute indépendance. Je vous fais remarquer d'ailleurs que... Enfin, les mots restent, Éric Dupond-Moretti. Voulez-vous me laisser terminer mon propos? En toute indépendance. Et le parquet de ce pays, mon procès en est une illustration, est totalement indépendant. Moi, je veux tourner la page. Il est l'un de mes interlocuteurs institutionnels majeurs, comme l'est le premier président de la Cour de cassation, comme le sont également les présidents des conférences, chefs de cour, chefs de juridiction, et comme le sont aussi, monsieur Duhamel, les syndicats. Et je vais recevoir... Qui sont à l'origine de la plainte. Je vais recevoir... Mais l'expression, elle est très simple. Tourner la page. Vous voyez ce que ça signifie? La mission qui est la mienne, elle me dépasse. C'est celle d'améliorer la justice de notre pays. Excusez-moi. On l'a fait sur le terrain des moyens. Il faut mettre en œuvre la loi de programmation qui a été votée. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça ne laissera pas de trace, il n'y aura pas de rancœur personnelle. Quand on vous connaît, quand on connaît votre tempérament, les mots aussi que vous avez pu avoir sur les syndicats de magistrats, on a, un peu de mal à croire que ça ne laissera pas de trace, Éric Dupond-Moretti. Je vais vous en faire la démonstration, monsieur Duhamel. Durant 3 ans et demi, alors qu'on a peu respecté ma présomption d'innocence, j'ai travaillé avec tous les interlocuteurs institutionnels dont je viens de vous parler. Je vous rappelle par exemple que pour mettre en place les États généraux, tout le monde a été reçu ici. Eh bien, pourquoi voulez-vous que lorsque j'étais accusé et que je réussissais à discuter avec mes différents interlocuteurs, pourquoi voudriez-vous qu'une fois innocenté, je ne le fasse pas ou je ne le fasse plus? Ça n'a aucun sens. Vous évoquiez tout à l'heure le fond du jugement. Je voudrais qu'on y reste un instant, si on doit résumer pour ceux qui nous écoutent. Ce que dit la Cour de justice de la République, c'est que le conflit d'intérêts, il est avéré,
mais qu'il n'y avait pas d'intention, c'est-à-dire que ce n'était pas un conflit d'intérêts fait sciemment, et donc c'est la raison pour laquelle vous avez été relaxé. Pour quelqu'un qui a plus de 30 ans de barreau, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ne pas avoir vu qu'il y avait un conflit d'intérêts? C'est encore une fois, c'est ce qui a été dit par Dominique Paute, le président de la Cour de justice de la République. Combien de temps, vous et certains de vos confrères, n'allez pas entendre que j'ai été innocenté? Qu'est-ce que vous voulez refaire? Vous voulez refaire le match? On ne dit pas l'inverse. Vous voulez requérir? Le conflit d'intérêts, c'est une situation objective. Je vous ai connu, par exemple, comme j'ai connu un certain nombre des magistrats qui ont fait ensuite l'objet d'une enquête administrative. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Certains ont dit qu'il fallait prendre un décret de déport. La très grande majorité des témoins vient dire « mais personne n'a évoqué le décret de déport ». Mais ce conflit d'intérêts est bien avéré. Encore une fois, je reprends les mots du jugement. Mais il n'y a pas de délit de alors, je ne sais pas quel intérêt ça présente. Il n'y a pas de délit de conflit d'intérêts. Il y a un délit de prise illégale d'intérêt qui implique une intention, et en l'occurrence une intention malveillante. Ce que dit la décision de la Cour de justice de la République, c'est que des témoins, tous ceux qui étaient autour de moi, ont dit que jamais je n'avais souhaité me venger, que jamais... Ah ben oui, non, mais c'est ce qui effectivement a conduit à la relaxe. Et c'est ce qui conduit à la relaxe. Et c'est, pardon, l'impératif m'est interdit, ce que je vous demande de retenir. Est-ce qu'au fond, il y a une forme de regret de ne pas avoir vu ce conflit d'intérêts? Mais personne n'avait vu le décret de déport. Jean Castex a été extraordinairement clair. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès, vous, personnellement. Moi, je n'y étais pas, mais notre journaliste Vincent Ventigam y était, et puis j'ai pu en suivre la chronique de façon assez assidue. Eh bien, posez-lui la question, et il vous dira, tous ceux qui sont venus dire qu'il n'avait pas été question d'un décret de déport. Mais pardon, M. Duhamel, moi, j'ai suffisamment souffert d'un mépris de ma présomption d'innocence pour ne pas ce soir, laissez-moi terminer si vous le voulez bien, refaire le match. Et on vous entend là-dessus? Le procès est terminé, il a duré 10 jours, je m'y suis rendu tous les jours, bien sûr, c'était la moindre des choses. J'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées, je me suis exprimé directement, le verdict a été rendu, entendez-le, c'est ce que je vous demande. Vous dites refaire le match, est-ce que vous craignez que le procureur général près de la Cour de cassation interjette un appel, mais se pourvoie en cassation, et donc, au fond, il y ait un nouveau match? Est-ce que vous le craignez? Monsieur Duhamel, le procureur général près de la Cour de cassation peut former un pourvoi en cassation. Et vous le craignez? Et il choisira en toute indépendance de le faire ou de ne pas le faire. Et je n'ai aucun autre commentaire à faire. J'ai deux questions sur les réactions des uns et des autres. Est-ce que vous avez reçu un message de François Molins, le prédécesseur de Rémi Hetz, qui était un témoin très à charge pendant ce procès, pour vous dire, voilà, félicitations pour cette relaxe? Vous avez eu un échange avec François Molins? Non, monsieur Duhamel. Non? Non. Aucun? Question... pas d'échange avec lui. Je vous ai répondu. Deuxième question, vous parliez du soutien d'Emmanuel Macron, que vous avez vu pendant plus d'une heure hier à l'Élysée. Je ne vous ai pas entendu remercier la Première ministre Elisabeth Borne de son soutien. Pour rappel, elle avait dit au micro de BFM TV, c'était le 8 octobre, que si vous étiez condamné, vous devriez quitter le gouvernement, que la règle s'appliquerait à vous. Est-ce que vous lui... comment dire? Est-ce que ça vous reste un petit peu en travers de la gorge? Écoutez-moi, vous avez le chic pour faire le buzz. Ah, pourquoi faire le buzz? Je vais vous le dire. Pourquoi j'ai parlé du président de la République? D'abord parce que la relation que j'ai avec lui, c'est une relation qui est longue désormais. Je suis arrivé ici en juillet 2020. Deuxièmement, on m'a demandé quelle était la teneur de notre échange. Pour vous rassurer, monsieur Duhamel, Elisabeth Borne m'a appelé hier soir, longuement. Et donc vous la remerciez de la même manière que le président de la République? Mais monsieur, si Elisabeth Borne n'avait pas soutenu son garde des Sceaux, il ne serait plus au gouvernement. Je vous rappelle quand même, et je vous indique que le garde des Sceaux, il tient sa légitimité du président de la République, et du ou de la Première ministre, ça, ce sont nos institutions. Une question sur les réactions politiques. On a vu la France Insoumise dire la chose suivante, parler d'une juridiction d'entre-soi systématiquement partiale concernant la Cour de justice de la République, en estimant que le procès avait fait la démonstration implacable de votre culpabilité. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces insoumis? Je réponds que quand le juge de M. Mélenchon le condamne, c'est un mauvais juge. Et quand mon juge m'acquitte, c'est aussi un mauvais juge.
Bon, on sait bien que M. Bernalicis n'est pas l'homme le plus respectueux des institutions qui sont les nôtres. C'est-à-dire écoutez, ils veulent, vous le savez bien, attaquer la plupart des institutions de la République. Bien. Alors, écoutez, on va dire les choses très clairement. Moi, je n'ai pas choisi cette juridiction. Elle préexistait avant même mon arrivée au ministère. Bien, complètement, parce qu'on va balayer ça. Ouais. C'est une ineptie tellement énorme qu'il faut la balayer. Emmanuel Macron voulait la supprimer. Attendez, ouais. Peu importe. Peu importe, et je vous dirai pourquoi. Dans la composition, il y a une dame d'LFI, Madame Obono. Bon. Moi, j'ai la faiblesse de penser, Monsieur Duhamel, que sa seule boussole durant le procès, c'est les faits et le droit, et pas les tweets que Monsieur Bernalicis adressait à la France entière, en tous les cas à ses affidés, à ses séides, tous les soirs, en disant ma culpabilité. Bon. Par ailleurs, sur le plan politique, parce que tout cela est évoqué, vous comprenez, enfin, c'est évoqué par ceux qui voulaient me voir condamné. On dit, mais c'est politique, c'était fait à l'avance, etc. Ma famille politique est ultra minoritaire au sein de 5 sur 12 voilà. Magistrats. Et il en faut au moins 8. Bon, je rappelle enfin que la mauvaise foi ne se présume pas et que les parlementaires, excusez-moi, ça n'est pas rien, ont prêté serment. Donc, vous voudriez que ces gens-là, comme ça, par une espèce d'a priori singulier et totalement anormal, soient des parjures. Mais c'est comme ça que l'on fait perdre, au fond, à la politique ses lettres de noblesse. Monsieur Bernalicis, il est fâché parce que j'ai été acquitté. Mais pourtant, je l'ai été, que ça lui plaise ou non. Alors maintenant, il peut raconter tout ce qu'il veut, mais ça n'a, en réalité, Monsieur Duhamel, strictement aucun intérêt. Éric Dupond-Moretti, je voudrais qu'on parle également du climat actuel dans le pays, et notamment des suites du drame de Crépol. Vous avez dénoncé l'instrumentalisation du Rassemblement national de ce drame, rappelons-le, la mort du jeune Thomas, 16 ans. Vous avez qualifié le RN d'incendiaire, c'était mardi à l'Assemblée nationale. Quand un jeune garçon de 16 ans se fait poignarder à un bal de village, est-ce que le sujet, c'est vraiment la question de la récupération du RN ? Quand un gamin se fait poignarder, dans les conditions que nous savons, et je reviendrai sur les conditions parce qu'on sait à ce stade assez peu de choses. Non. D'abord, évidemment, on s'incline. Et puis, on constate, quand on est un politique, l'état de sidération dans lequel se trouve le pays, d'émotion, de sidération. Mais comment c'est possible? Et puis, on attend normalement, quand on est un responsable politique, ce que va dire la justice. Car, vous le savez, le temps de la justice, ça n'est pas le temps médiatique et ça n'est pas le temps politique. Et puis là, je vois que certains s'engouffrent tout de suite. C'est contre les Blancs. On racialise finalement de façon très manichéenne ce qui s'est passé, sans savoir ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que c'est un drame absolu. Ce qui est sûr, c'est que le grand-père de ce jeune homme, le petit Thomas, il dit « Je remercie les forces de l'ordre et la justice va faire son travail. Et la justice fera son travail. Tout le reste, c'est de l'exploitation. » Alors, que le RN... Pardon, Éric Dupond-Moretti. Mais non, mais laissez-moi me répondre. Permettez-moi de vous poser une question. Oui. Quand... Ben, j'ai pas répondu à la première. Si, vous avez répondu. En expliquant qu'il fallait que la justice travaille. Quand on vous voit à l'Assemblée nationale répondre de façon très vive en renvoyant le Rassemblement national aux nazillons, aux gudards qui les composent, je reprends votre expression. Est-ce que, pardon, vous n'êtes pas en décalage absolu avec l'émotion des Français qui se disent on attend des responsables politiques, notamment au gouvernement, qu'ils tirent des conséquences de ce drame et qu'ils ne s'en prennent pas aux oppositions, même si effectivement il peut y avoir de l'instrumentalisation politique. Monsieur, je pense que vous mélangez deux choses. L'émotion que suscite la mort affreuse, atroce de ce gosse, elle nous étreint tous. Et pardon, pour reprendre une vieille formule, personne n'a le monopole du cœur. Bon. Moi, j'agis ici au quotidien pour améliorer la justice, sa réactivité, sa rapidité. Gérald Darmanin, il intervient au quotidien pour renforcer la police. Et Gérald Darmanin, il dit il y a de l'ensauvagement de la société. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous avez vu dans ce qui s'est passé le signe d'un ensauvagement de la société? Vous avez toujours refusé d'utiliser ce terme. Monsieur Duhamel, vous avez sans doute l'esprit beaucoup plus vif que moi. Laissez-moi vous répondre complètement. Nous agissons. Voilà.
les budgets de la justice, le nombre de magistrats, le nombre de policiers, de gendarmes. Toutes les circulaires que je prends sont des circulaires qui incitent à la fermeté. Ce que je n'aime pas dans l'attitude du Rassemblement national, c'est l'exploitation, au fond, de ce drame. Non, laissez-moi terminer. Je vais vous dire ce que j'ai dit, vous le savez, vous l'avez diffusé sur votre antenne. Qu'il s'agisse de la petite Lola, du petit Enzo. D'abord, je voudrais vous poser une question, pardon, je n'inverse pas nos rôles. Vous pensez qu'il n'y a plus de petite Lola, plus de petit Enzo, plus de petit Thomas si le Rassemblement national arrive au pouvoir? Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils racialisent cette affaire. On n'a pas besoin de ça, monsieur. On a besoin de concorde. Il faut que les auteurs soient châtiés, sévèrement châtiés. Et il ne faut pas non plus qu'on stigmatise une partie de notre population. Les juifs ont peur, les musulmans ont peur. Et ce que je leur ai dit, c'est faites le ménage chez vous d'abord. Une toute petite chose. J'ai évoqué les gudards, les identitaires. Si Madame Le Pen veut me faire un procès, ce qu'elle annonce... Elle dit vouloir porter plainte contre vous. Eh bien très bien, je lui fournirai la liste de ceux qui sont encore là chez elle. Et donc je vous repose ma question. Et pardon. Attendez, si vous me permettez, est-ce que vous voyez, je répète ma question, dans ce qui s'est passé, le signe d'un ensauvagement de la société? Mais moi, ces débats sémantiques, ce que je vois, c'est que il y a une délinquance aujourd'hui, notamment des mineurs, qui est une délinquance que nous ne connaissions pas. Elle est visible de tous. Les causes en sont multiples et on ne peut pas, en 2 secondes, analyser la situation. Les causes, c'est quoi? C'est partiellement les confinements. Et nous savons que ça a laissé des traces. C'est une dénaturation psychiatrique d'une partie de notre jeunesse. On le sait, c'est une vraie difficulté. C'est les réseaux sociaux avec des mots et des expressions de plus en plus violentes. C'est une négation de l'autorité, quelle qu'elle soit, à l'école, par exemple, mais pas qu'à l'école. Et, pardonnez-moi, tout ça, ça génère un climat, des actes, des attitudes qui peuvent faire peur. Mais pour autant, se retrancher derrière le paravent des électeurs en disant « il a injurié les électeurs », mais pas du tout. Vous savez, dans une démocratie, les électeurs, ils peuvent changer d'avis. Et moi, je vais vous dire quelque chose de tout simple, monsieur Duhamel. Le bon sens populaire. Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai vraiment qui vous êtes. Voilà ma réaction. Elle est totalement assumée. Je pense et je redis que dans ce pays, on a besoin de concorde. On a besoin de pacifier les choses. On n'a pas besoin de stigmatiser telle ou telle communauté, telle ou telle religion. Vous ne reprenez pas le terme d'ensauvagement. Mais vous en êtes encore là à vouloir me faire dire un mot qui ne serait peut-être pas, dans l'espérance qui peut être la vôtre, le mot de Gérald Darmanin, et qui ferait encore polémique pendant des jours et des jours. Écoutez, c'est suffisamment dramatique, ces situations, suffisamment terribles, pour ne pas que l'on joue à cela. Parce que moi, quand je vois ça, je me dis qu'il faut absolument que l'on trouve les mesures adéquates. Les émeutes, c'est un phénomène que nous ignorions. Les émeutes mineures, celles qui se sont déroulées. Cette façon-là de faire, nous ne connaissions pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a d'abord demandé une expertise. Puis ensuite, vous savez ce que l'on a fait? On s'est mis au boulot, Gérald Darmanin et moi. Le président de la République, la première ministre nous ont demandé de trouver des solutions. Nous réfléchissons encore. Nous avons déjà un certain nombre de mesures qui sont prêtes. Ça, vous voyez, c'est extrêmement important. C'est bien plus important que Yaka, Faucon, Faudrait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Éric Dupond-Moretti, de nous avoir accueillis dans ce bureau.